Stro, Hélène Millerand, édition Arléa, publication janvier 2016. Extrait. Le Champeau, 51 rue des Écoles. En septembre 1965, je venais d'avoir 20 ans. Sous prétexte d'études supérieures jamais menées à bien, j'ai quitté Sèvres pour Paris avec un passage éclair à la faculté de Nanterre-La Folie. Foin de la vieille maison à sous-pieds charmante, des grands arbres, des lilas, des seringas, de la bibliothèque et des crises d'asthme de mon père et des vocalises de ma mère. Le temps de quitter tout ça était venu. À moi la grande ville, à moi la liberté. Fille d'un père conservateur éclairé façon Tocqueville Benjamin Constant et d'une mère gaulliste tranquille, moi-même adhérente 3 mois auparavant aux Cadettes du Christ, les ressorts qui me conduisirent à prendre ma carte de l'Union nationale des étudiants de France, syndicat fortement marqué à gauche, au premier jour de ma brève vie universitaire, relèvent de l'effet feuilleté cher à Emmanuel Burle. Pour ce qui me concerne, plusieurs couches d'éducation et de culture bourgeoise, nappées des idées généreuses portées par les guerres de libération nationale et les révoltes étudiantes qui fleurissaient à travers la planète. À l'exception de quelques prêtres et cousins à Éclipse, étant admis par ailleurs que les garçons rencontrés 55 rue de Ponthieu à Paris chez Baraduc, cours de danse fréquentés par les rejetons de la bonne bourgeoise dans le but de mariage endogame m'avaient ennuyé au-delà du supportable, dernière de 4 filles, élève durant 10 ans d'un collège tenu par des femmes, inscrite dans une faculté de lettres à l'écrasante dominante féminine, les hommes faisaient gravement défaut dans ma vie. Il fallait que cela cesse. À Nanterre, c'était indiscutablement au local de l'UNEF qu'on trouvait le plus de mal au mètre carré. Ensuite, lassé d'avoir dissimulé ma part juive tout au long de ma scolarité par peur de l'antisémitisme ambiant, celui des élèves, sinon du corps enseignant, j'avais soif de ne plus me cacher. L'affaire Dreyfus et l'extermination des Juifs d'Europe, ayant momentanément refoulé le traditionnel antisémitisme de gauche, j'ai pensé que dans ce milieu, ma demi-judaïté ne m'attirerait pas de mauvais coups. Sur ce point, je ne me suis pas trompé. Enfin, pour retenir mon attention, un jeune homme devait être vif d'une part, manifester un goût prononcé pour la politique avec un grand P de l'autre. Hommage probable à mon grand-père Millerand, qui exerça les fonctions de président de la République de 1920 à 1924. Il était de bon ton dans ma famille de faire semblant de ne pas accorder d'importance à l'événement. Glisson mortel, un grand-père chef de l'État, pas de quoi en faire une affaire. La vérité est tout autre. Tablant sur une moyenne de 6 petits-enfants pour 24 présidents de la République, de Napoléon III à François Hollande, ma naissance m'intronisa d'emblée membre d'un club de 144, voire 150 personnes à tout casser, et même si je ne me sens pas a priori d'affinité particulière avec la descendance de MacMahon ou de René Coty, la chose n'est pas sans conséquence. De fait, l'histoire de la Troisième République en général et l'épopée grand-paternelle en particulier ont bercé mon enfance et mon adolescence. Les origines modestes, l'élection en 1885 du plus jeune député de Paris, la participation en 1899 à un gouvernement d'union nationale à la suite de l'affaire Dreyfus, les nombreux ministères, la présidence du Conseil, la présidence de la République et la chute en 1924. Gaulliste avant l'heure, sa volonté farouche d'élargir sensiblement les pouvoirs de la présidence se heurta au cartel des gauches, le contraignant à la démission. Démission dont il ne s'est jamais remis, et nous non plus, je crois. À la question souvent posée dans ma jeunesse, rarement aujourd'hui, « Êtes-vous de la famille de président ?» Je réponds, « C'est mon grand-père. » Voilà pourquoi, en 1965, je pensais encore qu'un homme, un vrai, se devait de faire de la politique. Excellent livre. Merci.